Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin je reviens après une petite absence de un peu plus d'un mois je dirais. J'ai pas raconté ma vie mais en gros j'ai commencé un nouveau job là au mois de février, donc le 1er février. Et du coup là on est presque fin mars au moment où je me filme cette vidéo. De toute façon vous allez la voir dans la foulée. Et j'ai pas pu filmer entre temps et puis j'ai quand même continué à lire. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de toutes les lectures que j'ai fait durant le mois de février et un petit peu le début du mois de mars. Et donc j'ai 5 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La sorcière de Camilla Läckberg, publié aux éditions Babel Noir. Vous le savez si vous me suivez, mais je suis une grande fan de cette saga de Erika Falk et Patrick Edstrom, et ici La sorcière c'est le 10e tome de la saga. À chaque fois ce sont des enquêtes différentes mais on suit en fil rouge la vie des personnages, notamment Erika donc qui est écrivain et écrivaine, autrice, et puis on a Patrick son mari qui lui est flic et qui enquête sur des affaires de meurtre. Erika elle, souvent elle écrit un livre en rapport, enfin elle écrit des romans, c'est pas vraiment des romans, c'est plus des essais sur des faits divers en fait qui sont passés dans un lointain passé, et Eric enquête sur une enquête dans le présent mais qui peut avoir un rapport avec une enquête qui s'est souvent passée auparavant. Donc c'est vraiment la construction en général des romans de Camilla Läckberg. Il y a une double temporalité, mais dans celui-ci il y a même une triple temporalité puisqu'on va suivre donc l'enquête dans le présent, l'enquête dans le passé il y a 30 ans et puis une autre histoire qui se passe au XVIIe siècle. Donc pour l'histoire, on va suivre toujours Erika et Patrick et puis tous les personnages du commissariat que moi personnellement j'adore. Je sais pas, à chaque fois que je replonge dans l'univers de Camilla Läckberg, j'ai l'impression de retrouver des amis, de retrouver un petit village de vacances. Enfin, je suis bien, c'est cosy. Alors ça reste du polar, il y a des meurtres, etc. Mais il y a ce truc un peu cosy, très suédois. La petite fille, Néa de 4 ans, vient de disparaître puisque ses parents pensaient mutuellement qu'elle était avec l'autre parent. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait elle n'est plus à la maison, elle n'est pas non plus dans les champs, dans la forêt, etc. Donc ils vont commencer à appeler la police, ils vont organiser une battue avec des villageois volontaires et puis quelques immigrés, puisqu'il y a un camp de migrants. Donc là ça va être la grosse thématique aussi de ce bouquin, c'est les migrants, parce qu'il y en a beaucoup en Suède. Et donc quelques migrants volontaires vont venir aussi aider pour la battue. Et l'un d'entre eux va découvrir le corps de la petite Néa qui est malheureusement décédée. Ce qui est fait quand même pas mal écho à une autre affaire qui s'est passée 30 ans plus tôt, où la petite Stella de 4 ans également, qui habitait également la même ferme, a été retrouvée morte quasiment au même endroit que Néa. Et à l'époque il y avait 2 adolescentes de 13 ans qui avaient été accusées du meurtre de Stella parce qu'elles faisaient du babysitting pour garder Stella, sauf que sous leur surveillance plus ou moins, Stella a disparu et est morte. Donc à l'époque c'était Hélène et Marie, ces 2 adolescentes qui ont été accusées. Hélène est restée faire sa vie dans le petit village de Fjällbacka et voilà, elle a refait sa vie, elle essaye de faire taire la rumeur et de vivre avec. Marie quant à elle est partie, elle est devenue une grande star hollywoodienne et il se trouve que comme par hasard, un de ses tournages de films vient se passer dans son petit village natal et elle revient au moment où Néa est morte et disparue. Donc coïncidence ou pas, on va mener l'enquête. Patrick va mener l'enquête avec toute son équipe du commissariat sur l'affaire Néa. Quant à Erika, elle va écrire un livre de faits divers sur l'affaire Stella, donc elle va aller interroger Hélène et Marie qui revient, et évidemment ça va se recouper. Et puis en parallèle de ça on va suivre une 3e temporalité, donc au XVIIe siècle, où on va suivre Eileen qui est une jeune femme veuve, récemment veuve puisque son mari est décédé en mer puisqu'il était pêcheur. Elle est plutôt pauvre, elle se retrouve sans le sou, donc elle va se faire héberger, recueillir par sa sœur Britta qui est femme de pasteur et qui est vraiment une horrible personne. Une horrible personne et qui va faire vivre à la pauvre Eileen bien des misères, d'autant plus qu'au XVIIe siècle, à cette époque-là, il y a une montée en puissance de l'intolérance face aux sorcières. On brûle les sorcières, d'où le titre. Et un beau bébé qui fait combien?
plus de 700 pages à chaque fois. Les romans de Camilla Lackberg sont quand même assez costauds, mais ça se lit vraiment tout seul puisqu'elle a une plume tellement addictive, tellement immersive. On est bien à Flashbacka, j'arrive pas à le dire, le nom du village. J'adore retrouver ces personnages que je trouve hyper attachants, que j'aime voir évoluer au fil des tomes. Même Melberg, le patron du commissariat, qui est un vieux macho complètement horrible, mais en même temps il est tellement attachant. Bref, voilà, j'ai adoré encore une fois cette histoire. J'ai trouvé que la triple temporalité, c'était peut-être pas un exercice facile, mais que Camilla Lackberg réussissait très bien à le faire. À chaque fois, elle aborde aussi les thématiques sociétales comme la question de l'immigration, la question du deuil, la question de l'homosexualité, de la parentalité. Enfin, il y a énormément de thèmes abordés à chaque fois qui font réfléchir, et c'est jamais jugeant, je sais pas comment dire, elle fait réfléchir et elle met en lumière plusieurs points de vue à l'autrice, et sans pour autant te dire il faut penser ça ou quoi. Elle te laisse vraiment le champ libre de réfléchir sur ces sujets là, et c'est hyper important et hyper cool. Donc vraiment à chaque fois je passe un super bon moment, et je suis un peu triste parce que là c'est le 10e tome. Alors au vu de la fin, de l'espèce de cliffhanger qui est à la fin, ça me laisse présager qu'il va y avoir une suite. Mais bon, pour l'instant Camilla Lackberg est partie sur d'autres séries, elle écrit sur d'autres choses que je n'ai pas lues. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un 11e tome, parce que j'espère qu'elle y travaille en tout cas dessus, parce que vraiment j'adore cet univers, j'adore ces personnages, j'adore retourner à Flashbacka. À chaque fois j'arrive pas à dire ce nom de village, je sais pas pourquoi je m'entête. Mais bon voilà, vraiment j'ai adoré, et ça me permet de me dire que j'ai potentiellement fini une saga, puisque là c'est le dernier tome paru, donc au moins j'ai avancé dans une saga, et ça c'est plutôt cool. Ensuite je vais vous parler d'un livre que je lisais donc dans le cadre du prix meilleur roman des lecteurs Point, les éditions Point, donc pour l'année 2021, donc c'est Lake Success de Gary Steingart, donc c'est chez Point. Ici on est sur un roman contemporain un peu fleuve dans la lignée de ce que peut faire Joyce Carol Oates, Jonathan Franzen, John Irving, enfin ce genre de grands romans américains. On va suivre un petit peu un morceau de vie. Donc on va suivre Gary qui... non, pas Gary. Ça c'est l'auteur. On va suivre Barry Cohen, donc qui a 43 ans, qui est new-yorkais, il travaille dans la finance. Le problème c'est que là il sent que le vent est en train de tourner pour lui, puisque déjà sa femme, ça se passe mal à la maison, elle ne l'aime plus, elle se détache de lui. En plus ils ont un enfant qui est autiste, le petit Shiva, et il a beaucoup de mal à lier un lien avec son fils. Le côté professionnel qui tombe un petit peu à l'eau, puisqu'il a commis un délit d'initié, et du coup il sent que là le fisc est à ses trousses. Donc sur un coup de tête il décide de tout claquer, de tout plaquer j'arrive plus à parler, c'est terrible quand on fait pas de vidéo depuis un moment, on perd ses mots, on perd l'habitude. Il décide de tout plaquer, de partir pour aller jusqu'au Nouveau-Mexique en bus. Un bus un petit peu, voilà, qui fait un peu navette entre les états. Il va s'embarquer au bord du car qui s'appelle le Greyhound vers le Nouveau-Mexique, en quête de son premier amour en fait, qui est sa petite amie de fac. Il veut voir un peu ce qu'elle est devenue, donc il part sur la route comme ça, et en chemin il va faire la rencontre de tout un tas de personnages de l'Amérique profonde, un peu des marginaux, des gens un peu plus pauvres, puisque lui il habite dans une tour dorée, voilà, il est dans le milieu de la finance, il habite dans un building hyper chic à New York, à Manhattan, et donc forcément là il va rencontrer des personnes qu'il n'aurait jamais rencontrées autrement. Ça va être un morceau de vie, vraiment ça va le faire réfléchir, etc. Ensuite Barry, c'est pas un personnage qu'on aime énormément, puisque moi je trouve qu'il a un côté Jimmy McGill, vous savez, le personnage de Better Call Saul, l'espèce d'avocat un peu véreux, un peu filou, mais en même temps il a un certain génie, et puis il est un peu attachant, mais en même temps c'est un peu un loser, un peu un connard. Voilà, il est assez... il est pas manichéen, enfin il est ni blanc ni noir, il est un peu ambivalent comme ça, donc ça campe vraiment des personnages assez réalistes. Et voilà, mais on n'arrive pas vraiment à s'attacher ni à Barry ni à sa femme, puisqu'on va suivre en parallèle sa femme Shima,
qui vit un petit peu mal le fait que son mari soit parti comme ça. Elle l'aime plus vraiment, mais en même temps elle se cherche, elle est beaucoup plus jeune que lui, elle a un enfant autiste sur les bras, enfin voilà, c'est un peu compliqué aussi pour elle puisqu'elle est mère au foyer, mais en même temps elle a envie de reprendre le travail pour donner un sens à sa vie. Voilà, elle se cherche aussi, donc voilà, c'est encore des personnages très ambivalents qui ne sont pas... Enfin, moi j'ai eu du mal à m'attacher, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher, mais en même temps je les comprenais et je les détestais pas non plus, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce côté tranche de vie, roman fleuve. Alors, ne vous attendez pas à du nature writing, parce que même si on suit Barry qui part en voyage sur la route à bord de ce bus, il n'y a pas vraiment de place au paysage, à la nature. C'est plus des rencontres humaines et sociales qui sont mises en avant dans ce bouquin. Ça se lit plutôt bien, voilà, c'est un roman qui fait quand même 500 pages, mais ça se lit bien. J'ai pas détesté ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Je continue avec une troisième lecture, cette fois-ci c'est également donc un service presse, mais qui m'a été envoyé par la maison d'édition. C'est la maison d'édition Souffle Littéraire qui sortait sa nouvelle collection fantasy, Souffle Magique. Donc ici, c'est le premier tome de la saga L'Appel du Massou, donc Aona, de Rexane LS. Alors, ce livre, c'est de la fantasy. Alors, on ne sait pas trop combien de tomes il va y avoir, mais je pense qu'il va y avoir au moins 4 ou 5 tomes, d'après la construction du récit. Donc, on va suivre le jeune Réan, qui a 16-17 ans, voilà, c'est un adolescent qui vit paisiblement dans son petit village, etc. Mais il sait que depuis ses 4 ans à peu près, il sait qu'il va devoir partir un jour pour faire l'appel du Massou, qui est un espèce de voyage initiatique avec de l'enseignement pour apprendre à devenir un mage, donc cette guilde dont fait partie son père d'ailleurs. Et donc l'heure est venue, l'appel du Massou a sonné et il va devoir partir pour 5 années d'apprentissage loin de sa famille, en compagnie de plusieurs autres apprentis et de leur mage guide. Donc là ils sont 7 dans sa contrée à devoir partir. Ils vont devoir, alors il y a toute une partie un peu voyage initiatique où ils vont aller jusqu'à la cité d'Aona, donc qui est la cité où ils vont apprendre la magie autour de l'élément air. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il va y avoir au moins 4 tomes pour les autres éléments, terre, feu et eau. Mais dans le livre, il nous dit que ce voyage va durer 5 années. Donc peut-être qu'il y aura 5 tomes, je ne sais pas. Un tome par année, c'est possible. En tout cas, voilà, il y en aura au moins 4 ou 5. Donc là, on va suivre donc Réan avec ses 7 autres camarades, 6 autres camarades, je ne sais plus combien ils sont. En chemin, ils vont aussi rencontrer pas mal de difficultés, pas mal de péripéties. Visiblement, quelqu'un leur met des bâtons dans les roues. Ils savent pas trop si c'est une menace extérieure ou une menace intérieure à leur petite compagnie. Ils vont ensuite arriver à la cité d'Aona, où là, ils vont avoir un enseignement de à peu près un peu moins de 1 an. À peu près 1 an autour de la magie de l'air. Donc voilà, il y a ce petit côté aussi école des sorciers. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser à plusieurs grands romans de fantasy, comme le côté voyage initiatique du Seigneur des Anneaux et le côté école magie, comme dans Harry Potter. Peut-être quelques références à Narnia, à la Croisée des Mondes, notamment avec la panthère, puisqu'il va avoir une panthère de compagnie qui va surnommer Azuriel, et ça m'a fait beaucoup penser à la panthère des neiges, qui est le démon de Lord Azriel dans À la Croisée des Mondes. Donc peut-être c'était un clin d'œil, je ne sais pas si c'était voulu ou pas par l'auteur, mais bon voilà. Alors j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'univers. Il m'aura peut-être manqué une carte. C'est vrai que quand on est en début de bouquin en fantasy, on s'attend généralement à ce qu'il y ait une carte. Là il n'y a pas de carte, donc j'avais un peu de mal à savoir un petit peu le chemin qu'ils prenaient pour aller à la cité d'Aona et où étaient situées les autres cités, mais en même temps eux-mêmes ne le savent pas, parce qu'ils sont un peu... Enfin, ils découvrent les choses au fur et à mesure de leur voyage. C'était sympa au niveau de la construction de l'univers, au niveau de la magie, etc. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment, mais vraiment plombé ma lecture, c'est les relations amoureuses dans ce bouquin. Puisque Réan va s'enticher d'une de ses camarades de son petit groupe. Alors, au début, il sait pas trop comment s'y prendre avec les filles. C'est normal, c'est un adolescent, il a les hormones qui le titillent, donc je comprenais, puisqu'on est vraiment dans sa tête à lui, donc des fois il a des réflexions
un petit peu maladroite, un petit peu... voilà, on objectifie un petit peu la femme et le corps de la femme, donc voilà, mais après il va y avoir un triangle amoureux, et alors, mon dieu, mais qu'est-ce que c'était cliché! Je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Et puis c'était un triangle amoureux et sexuel, parce que moi je pensais que c'était du young adulte, mais il y a quand même des scènes de sexe assez détaillées, donc c'est pas du young adulte, c'est quand même de la fantasy très orientée new adulte même. Vers la fin du bouquin, la romance triangle amoureux romantico-sexuel prend une grande place dans l'intrigue, presque au détriment de l'enseignement de la magie, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que moi ça ne m'intéressait pas et j'étais pas là pour lire ça. Je trouvais Ryan mais vraiment imbuvable, c'était vraiment un type mais horrible avec les filles, et en plus de ça, la première scène de sexe, mon dieu, mais c'était pas possible. Déjà il fait ça, il est bourré comme pas possible, et comme par hasard c'est la meilleure nuit de sa vie, ils ont des orgasmes simultanés en même temps plein de fois et tout, c'est l'apothéose, mais tu te dis mais c'est pas du tout réaliste pour une première fois, enfin je sais pas, c'est des adolescents, et je me dis il faut vraiment pas mettre ce genre de bouquin dans les mains d'adolescents, parce que ça donne une mauvaise image de la sexualité qui est complètement hollywoodienne et qui n'est pas du tout réaliste. En plus de ça, ça objectifie les femmes. Il y a vraiment un côté sexisme ordinaire dans ce bouquin qui m'a beaucoup dérangée. Alors un petit peu d'homophobie aussi, même si on essaye de dénoncer l'homophobie, mais je trouve que c'est amené de manière assez maladroite. Donc voilà, c'est le genre de truc que ça m'énerve de lire ça en 2021, d'autant plus que c'est écrit par une autrice qui est une femme. Donc voilà, c'est un petit peu problématique à ce niveau-là. Donc moi ce que je faisais, c'est que je passais carrément les chapitres qui ne m'intéressaient pas, les passages où ils sont en train de se dire ah tu m'aimes, moi non plus, ah machin qui est jaloux de trucs. Alors ça là, je passais. Donc voilà, vous pouvez sauter les chapitres 14 et 15 du bouquin si jamais vous voulez pas lire ça, parce que c'est que ça, au détriment de l'intrigue principale, c'est vraiment dommageable, je trouve. Voilà, ça m'a un peu plombé la lecture, c'est dommage parce que vraiment tout le reste, l'univers, la magie et tout, c'était génial, mais voilà, dommage. Je continue avec un autre livre que j'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs des éditions Point. Donc c'est Zebu Boy de Aurélie Champagne aux éditions Point. Donc ici on est à Madagascar dans les années... en mars 47, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Ambila, qui revient du front. Voilà, c'était un soldat malgache qui a été amené au front français pour défendre la France, puisque Madagascar était une colonie française. Il revient dans son pays natal et son souhait vraiment c'est de reconstituer un troupeau de zébus, puisque son père, qui est à présent décédé, avait un élevage de zébus, donc c'est l'espèce de bœuf africain. Sauf qu'il n'a pas d'argent, il est complètement sans sous, donc il va commencer à faire du trafic d'amulettes, puisque là-bas les gens sont quand même assez croyants. Ils vont voir des chamans pour avoir des amulettes protectrices, et du coup il va commencer à faire des fausses amulettes qu'il va vendre. Il va partir sur la route pour rejoindre le village de son oncle et de sa tante, et en chemin il va faire du covoiturage avec un professeur, je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle ce mec? Le Mérina, il le surnomme le Mérina, alors j'ai pas trop compris pourquoi, ça doit venir de son origine géographique. Mais voilà, il va être avec ce petit bonhomme un peu chétif qui s'est blessé à la main, et Ambila, lui qui est un grand bonhomme, baraqué, soldat, etc. Donc ils forment une équipe un petit peu bizarre. Et donc ils vont faire la route ensemble, ils vont croiser tout un tas de personnages, d'autant plus que c'est quand même un univers un petit peu violent, un petit peu pauvre aussi. Et puis il y a toute cette réflexion autour de la Seconde Guerre mondiale et des peuples colonisés qui ont été envoyés au front comme chair à canon, un petit peu, et de ce traumatisme qu'a été donc la Seconde Guerre mondiale, et du fait qu'ils soient complètement ensuite délaissés, renvoyés dans leur pays comme des malpropres. Et c'est ce que vit Ambila, alias Zebu Boy. Mais j'ai pas réussi à m'attacher ni au personnage, j'ai pas... En fait c'est vrai que Madagascar est un pays que je ne connais
pas et que j'avais envie de découvrir à travers cette lecture, mais finalement on a assez peu d'informations sur les us et coutumes, sur le paysage, sur tout ça en fait. Donc bon, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose sur Madagascar à la fin de cette lecture. Voilà, c'était pas une mauvaise lecture, je trouvais que la réflexion aurait été... Enfin, le sujet de base de la Seconde Guerre mondiale avec ces soldats colonisés, ces peuples colonisés, ça aurait été mieux. Enfin, je sais pas, c'était pas abordé de manière très ludique. Ça a manqué peut-être un petit peu de pédagogie pour moi, donc voilà. Un peu mitigée sur cette lecture. Et pour finir, je vous présente le tome 4 des Aventuriers de la mer, donc qui s'appelle Brume et Tempête. C'est toujours de Robin Hobb et c'est chez les éditions J'ai lu. Je suis ravie de continuer cette saga que j'aime beaucoup et de retrouver ces personnages mais que j'adore de tome en tome. Je m'attache complètement à eux et puis je pense que vraiment en cette période difficile, puisque là on vient de fêter les 1 an du Covid et du premier confinement, c'est vrai que je commence vraiment à en avoir marre du Covid, je sais pas vous, mais là quand même ça commence à devenir vraiment pénible. Pourtant je suis quelqu'un de casanière et voilà, le fait d'être en couvre-feu, confinement, tout ça, au début ça me dérangeait pas, mais là ça commence vraiment à peser le fait qu'on puisse plus rien faire, qu'on fait juste boulot, maison et basta. La sortie de la semaine c'est les courses, wouh, alors qu'avant c'était la corvée, maintenant c'est devenu le truc waouh. Donc vraiment ça commence à me taper sur le système et j'avais besoin d'évasion. Donc je suis partie dans un univers de fantasy que je sais que j'adore. En plus on est à bord de bateaux pirates et j'adore tout l'imaginaire autour de la piraterie, c'est vraiment génial. Je vais pas trop parler du résumé parce que c'est un tome 4, on va retrouver nos personnages, notamment Althea qui est partie faire son apprentissage pour devenir marin et décrocher un diplôme pour pouvoir récupérer son navire, enfin le navire de son père qui est une Vif Nef, ces bateaux qui sont construits en bois sorcier et qui s'animent en fait, qui ont une vie, et la figure de proue devient carrément un personnage et ça vraiment j'adore. On a aussi Yémen, donc le neveu d'Althea qui est embarqué de force par son père sur la Vivacia, alors que lui il a qu'une envie, c'est de devenir prêtre, il n'a pas du tout envie d'être marin, mais il se retrouve là, donc il fait comme il peut. On a Kenneth qui est lui un capitaine pirate très intelligent qui mène sa campagne pour devenir le roi des pirates et capturer une Vif Nef. Et voilà, et puis Malta, la sœur de Yémen qui est restée à Terrillville avec sa grand-mère et sa mère. Elle s'occupe de la maison familiale où elles sont un petit peu en ruine puisque les marchands de Terrillville, les familles marchandes sont un petit peu comment dire, sur le déclin, notamment à cause du gouverneur, à cause des nouveaux marchands qui sont pro-esclavagisme, alors que les anciens marchands, les familles traditionnelles sont anti-esclavagisme. Donc cette question de l'esclavage qui est hyper intéressante. Il y a ce côté un petit peu politique mais qui est pas trop présent, un petit peu mais pas trop présent. Il y a un petit côté religion, pas trop présent non plus, et puis ce côté aventure sur des navires. Mais c'est génial, voilà, c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là pour pouvoir m'évader dans un univers de fantasy et de pouvoir naviguer. Moi qui ai le mal de mer dans la vraie vie, je me dis au moins là, je peux prendre un bon bol d'air sans être malade, donc c'est plutôt cool. On fait comme on peut, hein, écoutez. J'ai adoré encore une fois, et là j'ai le tome 5 qui m'attend dans ma palle et je pense que je vais pas trop tarder parce que vraiment... ça m'a fait du bien, c'est ce dont j'avais besoin à cet instant, ça m'a fait du bien. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ces livres, de les découvrir, ou peut-être que vous en avez déjà lu certains, me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous faites de très bonnes lectures et que ça se passe bien par chez vous, même si je sais que certains d'entre vous probablement sont en confinement total en ce moment. Nous ça va, en Occitanie on n'a pas de confinement, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça, mais en tout cas pour ceux qui sont confinés je vous envoie plein de courage, tenez bon, et puis surtout plongez-vous dans des belles lectures, comme ça fera du bien au moral. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!